on a une toute petite cellule d'innovation pédagogique que je représente fièrement aujourd'hui. Donc ça, c'était la minute autopromo. Et puis au-delà de ça, on a 900 étudiants adorables. J'ai beaucoup de plaisir à voir grandir et transitionner vers la vie professionnelle. Et on a fait notre premier challenge MVP en septembre avec toi, Hélène, qui est juste en face de moi. On se regarde au-dessus, on est dans la même cahute, en fait, comme le trahit le background. Et voilà, je voulais remercier mes parents. Et c'est tout. Merci, Fabrice. Et je propose à Claire de prendre la suite. Hello, vous m'entendez? Oui, super. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Claire. J'ai fondé les Pépites Vertes il y a exactement 5 ans. Et je suis obsédée depuis ce temps de mettre en lumière les carrières de la transition écologique et de les faire incarner par des humains sur tous les sujets, de l'économie circulaire au dérèglement climatique, en passant par l'épuisement des ressources, tous les métiers, tous les types de formations. Et à force d'avoir rencontré plus de 200-300 personnes qui s'engagent au quotidien pour transformer leur métier, j'ai écrit un livre qui résume tout ça, qui s'appelle « Je bosse pour la planète », dans lequel je partage tout ce que j'ai compris des pépites vertes pour pouvoir permettre à tous les jeunes et toutes les jeunes qui veulent s'engager dans la transition écologique au travail de pouvoir le faire. Merci Claire, et je propose à Mathis enfin de se présenter. Oui, bonjour à toutes et tous, et puis merci à Ma Petite Planète pour l'organisation de ce webinaire. Donc je suis Mathis, je suis le président du RESES, qui est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, un réseau d'associations de 200 assos étudiantes un peu partout en France et sûrement dans les universités dans lesquelles vous travaillez. Et à côté de ça, moi je suis étudiant, je suis un master de droit du plaidoyer et des affaires publiques, puisque la gouvernance du RESES est entièrement étudiante et entièrement bénévole. Voilà, et notre objectif, c'est de mettre en réseau ces associations, de les former, de les faire monter en compétences sur les enjeux de transition, mais aussi de gouvernance pour qu'ils puissent mener leurs projets à bien, et on les représente au niveau institutionnel, au niveau national, régional un petit peu, et aussi au niveau européen. Merci Mathis, et merci à tous et à toutes pour vos présentations. Hop, je les épingle en même temps. Du coup, pour commencer, un petit mot d'introduction. Vous le savez tous et toutes, j'imagine, en juillet 2020, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a publié des recommandations qui visent à intégrer la transition écologique dans les formations universitaires. Rapidement, en octobre 2023, il y a une note de cadrage aussi qui a été diffusée pour encourager la mise en place de formations dédiées à la transition écologique dès le premier cycle universitaire. Et en parallèle, je me suis appuyée donc sur la consultation nationale étudiante de 2023 faite par le RESES justement. Et d'après cette consultation, les étudiants sont 69% à vouloir que leurs études les forment mieux aux enjeux de transition écologique actuelle et future. Mais 43% de ces étudiants disent n'avoir aucun cours en lien avec ces enjeux écologiques, alors que 19% déclarent avoir seulement donc, des cours optionnels aussi sur ces enjeux. Donc au total, ça fait 62% d'étudiants qui n'ont aucun cours obligatoire sur les enjeux écologiques. Et plus généralement, on a aussi 91% des étudiants interrogés qui estiment que leur campus n'agit pas suffisamment pour la transition écologique. Alors que ces étudiants, ils jouent un rôle central, je pense, dans les mobilisations écologiques. On l'a vu avec les marches pour le climat, le manifeste étudiant pour un réveil écologique notamment. Ils sont 70% à soutenir la cause écologique, même si leur intérêt il n'est pas homogène. Et on peut voir dans ce rapport, on vous enverra d'ailleurs, je fais une petite aparté, les slides et des liens qui vont reprendre ce qu'on va dire tout au long du webinaire. Et donc leur intérêt, il n'est pas homogène. Dans ce rapport, on peut lire que il y en a qui sont écoactifs, qui sont donc engagés, qui modifient leurs pratiques au quotidien. Il y a aussi des non-agissants, agissantes, et des anti-écologistes, mais seulement ils sont 4% dans cette étude à être donc indifférents ou opposés à l'écologie. Le problème, c'est que ces étudiants, ils sont pas faciles à embarquer. Ils peuvent manquer de temps, d'argent, d'intérêt. Il y a plein de raisons qui les freinent.
Donc, on se pose la question aujourd'hui de comment les encourager et comment dynamiser l'engagement des étudiants dans la transition écologique. Quels sont les leviers pour les mobiliser? Et je propose de commencer avec une première partie sur la sensibilisation et l'information et la formation des étudiants sur les enjeux écologiques. Et j'ai une première question pour toi, Géraud. Est-ce que tu peux nous dire comment Aix-Marseille Université intègre la transition écologique dans ses programmes pédagogiques et quel retour peut-être vous avez des étudiants là-dessus? Merci. Alors moi, je vais tenter de répondre au mieux de mes capacités, mais j'ai vu qu'il y a plein d'enseignants qui se sont, plusieurs enseignants de AMU qui se sont connectés, qui agissent pas mal là-dedans. Donc si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Donc nous, effectivement, comme tu l'as dit dans ton introduction, il y a une préconisation du ministère de l'Enseignement supérieur qui est de développer une certification sur la TEDS, Transition écologique pour un développement soutenable, pour tous les étudiants de premier cycle de licence. Donc nous, c'est pas une préconisation, c'est une obligation au niveau d'Aix-Marseille Université parce que on a passé un contrat d'objectifs de moyens et de performance avec le ministère où on a reçu des financements pour mettre en place cette certification d'ici septembre 2025. Donc nous, on s'est engagé à le faire. Il y a une personne qui est dans notre direction du développement durable, ma collègue qui s'appelle Manon Cuillet, qui travaille jour et nuit à développer c'est un vaste projet de développer cette certification pour tout le monde, notamment pour nous, parce qu'on a une université assez impressionnante en termes de chiffres, je veux dire, issue de la fusion de 3 universités il y a 10 ans, avec beaucoup de composantes. On a 11 composantes différentes, donc sciences du sport, lettres, sciences humaines, etc. 15 instituts, donc c'est très différent en termes de fonctionnement et de discipline abordée. Donc là, le travail qu'il faut faire, ça a été de faire un état des lieux effectivement de toutes les formations, donc licence, master, qui proposent déjà des enseignements sur le développement durable et la transition écologique. Donc faire tout ce travail-là de recensement de ces formations pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'était déjà c'était un vaste travail à faire et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aussi un état des lieux des filières où il y a ces lacunes, justement, où il y a ces gros manquements et comment est-ce qu'on peut réussir à les intégrer à intégrer cette demande d'enseignement dans ces filières-là. Donc, pour donner un exemple, à la faculté des sciences, j'ai vu qu'il y avait Anouk Siri qui était connectée, donc si tu veux en parler, n'hésite pas. Faculté des sciences, c'est déjà le cas. Il y a un module commun à toutes les licences et les formations de cette faculté. Un module commun sur l'anthropocène et les limites planétaires. Un contre-exemple, ce serait notre faculté d'art, lettres, langues et sciences humaines, où il n'y a pas de module commun qui existe déjà. Donc l'enjeu là, c'est de créer du contenu qui n'est pas existant. Donc pour ça, il faut reprendre le cadrage ministériel et voir comment on peut intégrer les demandes dans les différentes disciplines sous le prisme de la discipline et avec une approche aussi transdisciplinaire. Donc pour ça, il y a aussi un gros besoin qui a été identifié, qui est de créer une bibliographie commune avec des références, des recherches qui sont actualisées le plus possible pour effectivement réadapter les contenus existants et les garder à jour, on va dire, en termes de recherche scientifique. Donc ça, après, c'est pas forcément vraiment un enjeu auprès des enseignants-chercheurs qui sont déjà formés à ce travail de recherche et d'enseignement. C'est plutôt comment est-ce qu'on va pouvoir développer un cours qui soit unique et transposable à tout le monde, comme c'est demandé par le ministère. Donc là, ce qui est envisagé au sein d'AMU, c'est un socle commun avec 10 heures d'introduction au concept assez large du phénomène de changement climatique, de crise de la biodiversité, etc. Mais le reste, ça revient en grande partie, je vais dire, aux enseignants-chercheurs d'intégrer ces notions dans leurs propres enseignements et leurs propres matières selon leur public, ce qui est assez compliqué. Donc pour réussir à faire ça, il y a des groupes de travail qui se sont montés pour réfléchir à la question. Donc par exemple, dans la faculté d'art, lettres, langues et sciences humaines que j'ai mentionné, il y a notre chère référente au développement durable qui est enseignante Cécile Bianchi, qui a monté un groupe de recherche composé d'enseignants-chercheurs pour travailler sur la question comment est-ce qu'on peut intégrer ces notions-là dans les enseignements d'art, lettres, langues et sciences humaines. Il y a notamment un appel à projet auquel on a avec France 2030
où on a obtenu des financements à hauteur de 1 million d'euros pour 7 projets intercomposantes pour réfléchir à la question de justement comment sensibiliser les étudiants pour intégrer dans leur formation les enjeux des 17 objectifs de développement durable et modifier les pratiques sur le long terme. Donc un exemple de projet, c'est il y a un projet de intercomposante avec 6 composantes différentes, l'Institut universitaire de technologie, la faculté des sciences, l'école de journalistes et de communication, qui travaillent d'arrache-pied pour créer des projets de formation intercomposantes qui puissent permettre de mettre en pratique les enseignements qui seront développés autour de la transition écologique. Et il y a tout un travail aussi qui est fait par ma collègue et notre gouvernance de proposer des séminaires aux enseignants-chercheurs pour leur donner des outils sur comment intégrer les enjeux de développement durable aussi dans les enseignements, pour créer une certaine acculturation de ces enjeux-là pour l'ensemble des disciplines et des composantes qui, selon leur champ d'action, ne sont pas forcément concernés directement par l'intégration de la transition écologique dans leur plaquette de formation. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est quand même assez vaste comme discours. Oui, merci. Et puis, de toute façon, on prendra un temps de questions-réponses à la fin plutôt. Donc, voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête pour les poser plutôt à la fin. On prendra un temps pour répondre à ces questions-là. Je vais, pour compléter ce que vient de dire Géraud, je vais demander à Fabrice si tu peux nous dire quel format pédagogique semble les plus efficaces pour capter l'attention des étudiants, selon toi. Ouais, avec ma double casquette d'ingénieur pédagogique, donc plutôt concepteur de modules e-learning ou concepteur d'événements ou de choses comme ça, et la casquette enseignant. Mais je souscris à ce qui a été dit par Géraud. On a les mêmes problématiques, exactement les mêmes problématiques, sauf qu'on est plus petit, donc il y a moins cet aspect coordination, transversalité. C'est peut-être un peu plus facile pour nous de bouger rapidement, mais on a les mêmes enjeux. Nous, ce qu'on a fait sur la question du format, c'est est-ce qu'il y a un bon format? C'est peut-être non. Il y a peut-être la réponse est plutôt une diversité de formats. On a cru au début qu'on allait pouvoir investir sur allez, le serious game, ça va marcher, on va faire des jeux sérieux, on va faire jouer tous les étudiants. Au final, on a des retours mitigés. Il y a des gens qui des serious games, ils ont l'impression de perdre leur temps, comme dans la vraie vie ou comme dans les entreprises. Donc on a encore du mal à convaincre avec ça. Il y a des étudiants qui aiment bien les cours magistraux à base de PowerPoint, au final. Donc, ils peuvent avoir ça. On a intégré tous les cours dont parlait Géraud, c'est-à-dire introduction à l'ère de l'Anthropocène, prospective et scénario de transition dans les maquettes. Les retours des étudiants sont mitigés aussi parce qu'au final, c'est du très théorique sur le fonctionnement du système Terre. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire des vraies actions, genre aller planter des arbres ou saboter les voitures? Non, j'ai pas dit ça. Juste faire passer des slides sur comment fonctionne le CO2, tout ça. C'est qu'ils ont besoin que ce soit concret, je pense. Enfin, on a tous besoin que ce soit très concret, que ce soit dans l'action, même si voilà, on est des établissements de l'enseignement supérieur. Donc, je ne vais pas trop drifter. Nous, on a fait un gaming lab quand même, avec l'idée que on va avoir un endroit pour fédérer toutes ces thématiques de jeux et de développement sérieux. Donc ça, c'est super bien. On a 3 jeux, un en réalité virtuelle, un escape game et un jeu de plateau, qui en est un peu pour tout le monde. Vraiment sur ces thématiques de développement durable et de la construction, parce que nous, on fait vraiment des ingénieurs civils. Et il y a déjà beaucoup à faire. Mais dans ce Gaming Lab, il y a aussi des livres, juste des livres, genre la BD de Jean Covici, genre le Sapiens de Yuval Noah Harari. Parce que voilà, il faut toucher les étudiants de plein de façons différentes. Nous, ce qu'on ne fait pas, c'est les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas la légitimité et que je pense qu'il y a des gens qui font mieux que nous. Mais c'est vrai que les étudiants sont un peu glués sur leur écran, donc on se dit c'est pour être. Mais je préfère leur dire juste mettez du vert dans vos fils, dans vos fils Instagram et dans vos vies aussi d'ailleurs.
plutôt que de leur dire c'est mal, arrêtez d'être sur vos écrans. Ça, c'est en tant que concepteur pédagogique, et en tant que prof, moi j'aime bien les chaussettes. En tant que j'arrive en cours avec mes chaussettes que j'ai achetées, donc des chaussettes à 30 € en laine alpaga, made in France. Et j'essaie mais je leur demande pourquoi est-ce que monsieur d'Arrivan a acheté des chaussettes à 30 € pièce alors qu'il aurait pu acheter 10 chaussettes pour 5 €. Et à partir de là, s'instaure une discussion, et puis je leur fais comprendre ce que c'est qu'une alternative, je sais pas, une culture vivrière, ce que c'est que, c'est pas, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter le café. En fait, on est vraiment dans la citoyenneté aussi parce qu'ils sont jeunes. Moi, en tout cas, les étudiants là, ils sont post-bac, donc c'est vraiment, faut les toucher là où ils sont sensibles pour le moment, quoi. Mais idéalement, vraiment, ce cours, je le ferai dans une forêt. Et on parlerait, on serait ensemble et on serait content. C'est vraiment mon moment Elton John, Imagine All the People. Après, il y a toujours ce truc qu'on va dire, on va faire des pédagogies actives, donc on va faire du book lab, on va faire du klaxon, on va faire des choses très engageantes, on va faire des quizlets. Mais en vérité, je dissocie. Quand on est ensemble en classe, on est ensemble. Son numérique. Et puis après, s'il faut leur faire des petits modules de micro-learning pour qu'ils réinvestissent toutes ces notions ou des quizlets qui sont des flashcards pour qu'ils s'entraînent à comprendre ce que c'est qu'une ZAN, la politique ZAN, zéro articulation nette ou des choses comme ça, des choses plus techniques. Voilà, ils peuvent le faire, mais quand on est ensemble, on est ensemble. Excuse-moi, je viens de me rendre compte que je n'avais pas passé la slide, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui te reviennent et que tu as envie de détailler. Non, mais je suis déjà assez volubile comme ça, je pense. Je fais la place pour les autres qui ont aussi plein de choses intéressantes à dire. Ça marche. Et merci Fabrice pour ces retours-là. Et pour compléter encore, cette fois-ci, je vais passer à la slide suivante et j'ai plutôt une question un peu transversale que je vais poser un peu à tout le monde. Mais justement, tu parlais de communication, Fabrice, et tu disais que toi, tu n'utilisais pas forcément trop ça, même si ça reste important pour adresser ces sujets-là. Quels canaux de communication vous privilégiez pour atteindre efficacement les étudiants? Quel message résonne le plus auprès de cette génération étudiante, et puis quel format de contenu préfèrent les étudiants selon vous? Je vais peut-être donner la parole à Claire pour commencer. Merci. Moi, je voulais juste demander à Fabrice s'il changeait de chaussettes à 30 € ou si c'était toujours la même paire. Mais c'est génial comme question, et c'est la question que posent les étudiants aussi parce qu'ils sont très inquiets que mes pieds puent. En fait, quand on achète des chaussettes en alpaga, on peut les garder 3 jours parce qu'en fait, c'est naturellement ventilé. Et je peux les garder 30 jours et ça pue pas. Je peux même faire du sport avec et ça reste bon. Ça fait moins de machines et de l'argent qui reste en France, etc. C'est vraiment que du bonheur, tu vois. Juste à partir de ça, on arrive à toucher plein. J'adore. Merci. Moi, j'ai mes chaussettes Climate Socks upcyclées aussi que je mets souvent en conférence. Donc, j'achète cette stratégie. Sur les réseaux, je rejoins ce qui a été dit avant. On va quand même inviter chacune à revenir dans le réel et on se souhaite de faire plus de forêts et de balades dans la nature. Pour autant, les usages sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur l'orientation, je crois me souvenir d'une étude qui dit que les réseaux sociaux sont le premier canal d'information sur comment s'orienter. Donc, il y a un vrai espace digital à investir, même si on aimerait faire plus de low-tech. Et c'est en partant de ce constat-là que moi, j'ai décidé d'y aller. Alors, on me dit souvent, t'es écolo et tu utilises les réseaux sociaux, t'es écolo, t'as un iPhone. Oui. En fait, ça fait partie pour moi des espaces qui permettent d'activer en rentrant dans les codes de la nouvelle génération de manière assez fluide. Donc, tu l'as écrit en bas, rôle modèle. Pour moi, c'était ça qui manquait quand je me suis dit en 2020, pourquoi on ne visibilise pas les métiers de la transition écologique et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas incarner par des vrais gens qui font des métiers concrets et qui d'un coup deviennent réels quand on en parle. Parce que ça, c'était les choses qui me revenaient le plus. Et à chaque fois que je mets en lumière les métiers de la transition écologique, je me fais challenger systématiquement en mode
ah, c'est quoi un métier écolo? Est-ce qu'il faut aller élever des chèvres dans le Larzac pour avoir un métier écolo? Alors, ça fait partie des métiers. Mais du coup, grâce à des partenaires, grâce à ma communauté que j'ai fédérée sur les réseaux, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de jeunes hyper variés, de boulangers, de consultants, d'entrepreneurs, d'acteurs de l'économie circulaire, d'agriculteurs, d'acteurs du végétal, tout ça à mettre au féminin évidemment. Donc j'ai vraiment remarqué l'enthousiasme sur mes contenus qui étaient très courts. J'ai mis du temps avant de faire des contenus courts parce que je voulais vraiment faire des contenus longs, parce que je partais du principe qu'on ne pouvait pas simplifier autant que ça la complexité des défis et des métiers. J'ai fini par craquer tout simplement parce que sinon j'arrivais pas à performer. Et à la fin, je me dis tant mieux en fait. S'il faut faire des contenus courts et rentrer dans les codes pour adresser ce sujet et ensuite proposer des contenus plus longs, eh bien c'est une stratégie à adopter. Et je pense que c'est la responsabilité de l'écosystème qui cherche à mobiliser et à engager sur les sujets de transition éco que de s'adapter aux usages. Donc j'en suis là aujourd'hui. Les pépites vertes, au total, ça va être plus de 70 000 abonnés, des formats qui vont des carousels sur Instagram qui permettent de raconter des petites histoires avec plusieurs slides, entre guillemets, à des petites vidéos courtes qui sont des Reels, qui marchent aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn et que sur YouTube. Et quand j'interviens dans les écoles ou auprès des lycéens, je sens que ça capte leur attention et je sens que ça ancre dans le réel à quoi ça ressemble une carrière de la transition écologique. Donc voilà, est-ce que j'aurais un conseil à donner? Ne pas sous-estimer la capacité des étudiants et étudiantes engagés à pouvoir être des ambassadeurs du projet pédagogique et du projet d'insertion professionnelle vers les métiers verts et verdissants, et leur faire confiance peut-être pour créer des contenus qui correspondent à ce que eux ils font, à ce que eux ils aimeraient voir et à ce que vous pourriez faire à leur côté. Ça pour le coup, moi je le fais beaucoup avec des écoles. Je l'ai fait avec l'ESA par exemple, l'École supérieure des agricultures, d'aller identifier des profils alumni ou étudiants engagés et puis de les mettre en récit pour rendre le discours de l'école hyper concret, hyper incarné et hyper vrai. Voilà ce que je voulais dire, Hélène, sur ce sujet-là. Merci Claire. Est-ce que vous voulez ajouter des éléments, Mathis ou Géraud par exemple? Oui, moi je rajouterais, et puis il faut aller dans la continuité directe de ce que vient de dire Claire sur les rôles modèles, les ambassadeurs. Parfois, quand on parle de la communication au sein des écoles et des universités, la communication directe, donc administration vers étudiants et étudiantes, trouve certaines limites. On reçoit énormément d'informations, alors pas que de l'administration, mais on est surabondé d'informations. Et puis, c'était vraiment important d'incarner l'information qu'on veut faire passer et de faire confiance dans le tissu social qui est le réseau étudiant. Donc je pense que c'est vraiment important de se baser sur les associations, sur les étudiants et étudiantes déjà avec un pied dans l'engagement pour essayer de toucher de nouveaux publics, et également de diversifier les canaux, hein, comme l'a dit Claire. Ça marche pour de la sensibilisation, ça marche pour de l'information pure et dure aussi. Ou une information sur de l'administratif de l'université ou sur la vie étudiante, même si ça vient peut-être d'un même acteur, doivent toucher différemment pour pouvoir avoir un taux de conversion et un taux d'engagement plus important. Donc oui, moi ce que je dirais, c'est utiliser des ambassadeurs, des rôles modèles, des étudiants et étudiantes qui sont déjà engagés et qui n'attendent que d'être porte-voix pour toucher de plus en plus de monde, et de diversifier au maximum les canaux. Voilà. Bon, si aucun d'entre eux, je ne sais pas, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter, Fabrice ou moi je voulais peut-être juste dire, donc ça très rapidement parce que c'est dans la lignée de ce que dit Claire et ce que dit Mathis aussi. Nous on essaye de monter là un réseau de référents parce qu'on a des réseaux de référents qui sont des personnels, mais là on aimerait bien faire ça avec des étudiants sur le même système que les éco-délégués un petit peu, qui puissent être nos porte-paroles sur et aussi nos entrées pour avoir des remontées aussi des sites et campus, et
prêcher la bonne parole. Et puis c'est aussi parce qu'on a beaucoup de retours d'étudiants, même si les contenus qu'on fait, enfin, je sais qu'on n'en fait pas beaucoup au sein de Expertise Université sur le développement durable, malheureusement, mais même si on essaye de les faire le plus positif possible, etc., il y a toujours cette vision un peu d'écologie punitive. Ils ont l'impression qu'on leur balance des informations comme ça, on essaye de les convaincre de s'engager, tout ça. Alors que ça marche beaucoup mieux par le social, le mimétisme, voir que, un peu comme l'histoire des chaussettes, voir que les gens autour de nous, en fait, l'intègrent dans leur vie très simplement et qu'en plus, ils en sortent meilleurs. Ça leur apporte plein d'opportunités, etc. Et de voir, si la personne à côté de moi le fait, pourquoi pas moi, en fait. Et voilà, donc partir un peu de ce principe-là avec des référents étudiants qui sont un petit peu partout sur nos sites. Voilà. Peut-être juste pour aller dans ce sens-là, le passage de la porte de l'engagement peut se faire par conviction, par volonté d'apprendre, de sensibiliser, mais le facteur principal, quand on voit les parcours de personnes qui s'engagent, et moi le premier, c'est avant tout de la socialisation. De la sociabilisation, de connaître des gens, de pouvoir discuter, de pouvoir lever ses doutes, poser ses questions. Et donc, c'est vraiment important de permettre cette incarnation et de dépasser le côté engagement pour engagement, mais aussi pour se faire du bien, pour connaître des gens, pour pouvoir discuter. Ça vaut côté enseignant aussi. Il faut que les étudiants à qui on donne la parole puissent vraiment incarner ce changement. Nous, on fait quand même beaucoup la place à des professionnels, des pros du BTP, pour être clair. Et il faut qu'ils montrent comment eux, ils intègrent ou comment eux, vers quoi ils travaillent, quoi. Ça a beaucoup plus de sens quand c'est fait comme ça, je pense. Merci. Et peut-être juste une phrase super rapide sur, par contre je mets un bémol, je suis super d'accord qu'il faut des rôles modèles et mettre en lumière les étudiants engagés pour valoriser leurs initiatives, mais je trouve que des fois on a tendance à trop se reposer aussi sur les assos étudiantes et mobiliser les étudiants qui sont déjà très engagés, qui font beaucoup de choses à côté de leurs études, donc juste un petit bémol sur le burn-out militant un petit peu, où les établissements on a tendance à se reposer énormément sur un petit vivier d'étudiants qui sont très très actifs. Et donc effectivement, je pense qu'il faut faire un petit mix et aller chercher aussi d'autres étudiants peut-être pour voilà. Eh ben, ça fait une très bonne transition avec la suite. On va parler justement de la création des espaces de participation et d'engagement. Est-ce que Mathis, tu peux nous dire comment faire éventuellement justement pour soutenir l'engagement étudiant, comment le RESES accompagne les associations étudiantes dans leur démarche éco-responsable? Est-ce que tu as des exemples concrets d'initiatives étudiantes aussi qui ont eu le plus d'impact dans les campus? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, avec grand plaisir. S'agissant de comment le RESES soutient l'engagement, nous on a premièrement un objectif de mise en valeur des actions étudiantes partout en France. Ça se fait durant les semaines thématiques qui comportent notamment la semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité qui ont lieu en ce moment, du 13 mars donc jusqu'au mi-avril, où justement sur une plateforme dédiée, on essaye de mettre en valeur tous les événements, toutes les actions qui sont faites sur les campus, à la fois par les associations étudiantes, mais aussi par les universités elles-mêmes, par les Crous, etc., pour pouvoir partager les bonnes pratiques. On organise aussi un trophée qui récompense les meilleures actions sur certaines thématiques. On fait ça aussi sur la réduction des déchets en partenariat avec l'ADEME, donc la semaine étudiante de réduction des déchets qui a plus lieu en fin d'année civile, courant novembre de mémoire. Et surtout, ce qu'on propose, c'est un accompagnement. C'est assez peu connu par nos assos. On essaie de le promouvoir au maximum, mais le RESES propose un accompagnement sur de la gestion de projet, sur de la communication, sur de la mise en place de campagnes de plaidoyer. Ces associations-là sont accompagnées par soit une équipe bénévole, soit l'équipe salariée, soit les deux, sur un certain temps pour pouvoir mener à bien leur projet, pour pouvoir changer d'échelle aussi. On a des associations qui étaient déjà assez installées sur leur campus et qui souhaitent pouvoir se développer. Donc on a aussi proposé cette
cet accompagnement. Et puis ça fera l'objet sûrement de la troisième partie, je spoil un peu, mais on essaye de porter politiquement la valorisation de l'engagement étudiant. Donc avec la CNE dont tu as parlé, Hélène, tout à l'heure, qui est notre grande étude qu'on porte tous les 3 ans, la CNE 2023 a été posée, le questionnaire a été posé auprès de 15 000 étudiants et étudiantes, ce qui en fait est certes insuffisant au vu de la masse d'étudiants et étudiantes en France, mais qui est assez représentative. Et qui est la seule étude qui porte ces enjeux-là. Et donc, on peut avoir des statistiques qu'on peut porter assez franchement au niveau politique, où un étudiant sur 5 a déjà participé à un projet en lien avec la transition écologique, et plus de la moitié des étudiants et étudiantes qui ont répondu se déclarent prêts à le faire. Et donc, pour ça, il faut les accompagner, il faut du temps dédié, il faut de la reconnaissance, de la valorisation, on en parlera tout à l'heure. Sur les initiatives à proprement parler, nous, ce qu'on remarque, qu'est-ce qui marche le plus, c'est quand on croise les regards. C'est-à-dire qu'on a beaucoup au sein du réseau des associations qui sont spécifiquement créées pour la transition écologique, mais lorsqu'il y a un vrai impact, c'est quand il y a des partenariats innovants qui sont faits avec d'autres associations du campus. Quand l'association de cinéma fait un partenariat avec l'association de transition écologique pour organiser un ciné-débat, ça permet de réunir un public plus large, pas forcément sensibilisé, de pouvoir ouvrir des débats, de pouvoir aussi sortir des actions qu'on voit beaucoup dans les campus qui sont aussi qui marchent très bien aussi. Je pense au Clean Wall, je pense au vide dressing, je pense aux conférences, je pense aux fresques du climat, etc., etc. Mais on sent qu'il y a une volonté de pouvoir élargir et de pouvoir toucher d'autres sujets. On a de plus en plus de bureaux des sports aussi qui font, notamment par l'impulsion de l'ADOSAT, qui font des friperies, des recycleries sportives sur les campus, ou qui tiennent des conférences sur le sport et la transition écologique, etc. Et on a aussi notamment les associations de filières qui organisent des événements en lien avec leur spécialisation. Ça répond aussi à la volonté des étudiants et étudiantes d'être formés spécifiquement au sein de leur cursus d'études aux enjeux de la transition écologique applicables aux matières qu'ils étudient. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose de plus. Super. Merci beaucoup, Mathis. Et je vous propose de passer au dernier levier pour réussir à engager les étudiants. Tu en as parlé, tu as commencé à en parler, c'est comment valoriser finalement l'engagement et comment du coup reconnaître l'engagement et proposer des opportunités pour les étudiants. Peut-être une question pour Fabrice et Géraud. Quel dispositif de reconnaissance existe dans vos établissements et comment vous valorisez cet engagement dans le parcours académique des étudiants? Fabrice, peut-être? Ouais. Et je pense que je peux assez sereinement dire qu'il n'y a pas assez de valorisation de l'engagement étudiant. Je pense qu'on a, à ma connaissance, même pas encore d'éco-délégués, qui pourtant semble une bonne idée. Et c'est aussi le sens de ma présence ici. Bon, je n'arrive pas avec toutes les réponses. Je pense que les questions sont bien posées et puis je repars d'ici avec plein d'idées, j'ai pris des notes. Il y a l'idée qu'on va mettre des badges. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas que ce soit vraiment valorisé, parce que les badges, ça a cette limite que il faut déjà convaincre les étudiants de les réclamer, il faut convaincre les partenaires de les endorser. J'aime bien la logique des badges ouverts, mais globalement, je pense qu'il faudrait valoriser ça de façon un peu plus concrète, avec des vrais crédits FCTS, en fait, juste avec du temps. Je pense que, moi, vous écoutez parler, je me dis, oui, il y a qu'à juste leur donner du temps et ils montrent les projets qu'ils veulent. Et ils sont, ils ont une grille de critères à remplir. Si leur projet remplit la grille, c'est bien, ça sert. Puis c'est concret. Voilà ce que j'ai à dire. Géraud, tu veux compléter?
Ouais, je peux compléter. Donc effectivement, moi, comme Fabrice, il y avait eu l'idée de développer des badges. Donc les badges, il me semble que c'est des certifications qui sont à faire valoir ensuite sur les CV des étudiants, etc., des compétences acquises un petit peu pour ensuite trouver des emplois. Mais c'était une option qui était envisagée à AMU, qui a été abandonnée vite parce qu'on estimait que ça répondait pas vraiment aux besoins. Donc, ce que nous, on met en place, il y a par exemple le bonus développement durable, comme j'ai vu dans les commentaires, où effectivement, nous, ça va de 0,25 à 0,5 sur la moyenne du semestre. Donc, c'est un bonus qui est attribué pour l'engagement étudiant dans le développement durable. Alors, au départ, c'était quand même très, très cadré chez nous. Et moi, au final, j'ai commencé à l'utiliser un peu à tort et à travers pour récompenser toute initiative étudiante. Alors, bien sûr, selon des modalités pédagogiques quand même, mais l'utiliser au maximum parce que c'est un argument vendeur hein, aussi, pour que les étudiants participent à nos événements, pour valoriser leurs projets, enfin les motiver à le faire, qu'ils aient quelque chose en retour effectivement. Après, donc bien sûr, un des dispositifs qu'on a proposé aussi avec le bonus, c'était le challenge Ma Petite Planète. Donc pour la première édition, donc c'était en octobre dernier, on a eu 212 inscrits parce que justement on avait décidé un petit peu d'un cadrage où seulement les 3 équipes lauréates auraient accès au bonus. Ça, je pense que si on retente l'expérience et on veut retenter l'expérience, ce sera tout le monde qui aura accès au bonus, tous ceux qui ont participé. Et là, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'étudiants impliqués. Autre chose qu'on fait aussi, c'est de mettre en place un maximum d'événements, de tremplins, de concours, etc. Là, la semaine dernière, on a eu le concours Objectif Développement Durable qui s'est déroulé, où il y avait des projets de formation et des initiatives étudiantes qui étaient montées hors formation, qui ont été présentés pendant une journée festive, où on les a mis en lien aussi avec plein de partenaires locaux, territoriaux, etc. Et il y avait des récompenses monétaires à la clé. Donc ça en a motivé pas mal. Il y avait 19 projets qui ont été présentés, des super projets. Il y avait un projet sur des ateliers de mixage dans les EHPAD, par exemple, pour créer de l'intergénérationnel et du lien social avec les personnes âgées. Fabriquer des couverts à partir de plastique recyclé qui étaient ramassés sur les plages de Marseille pour ensuite distribuer ces couverts réutilisables dans les Crous. Enfin voilà, plein de choses différentes. Et ces étudiants ont été motivés notamment par le concours qui leur permettait d'avoir une vitrine, un lien avec des partenaires pour mettre leur projet en place après, et puis aussi la récompense monétaire, bien sûr, qui n'était pas des moindres. Et enfin, quelque chose qui a été mis en place à AMU depuis septembre dernier, c'est un cran au-dessus encore du bonus et des badges, etc. C'est de donner un diplôme, carrément un diplôme universitaire sur l'engagement étudiant, de délivrer ça donc aux étudiants qui s'inscrivent. Donc ce diplôme, c'est 120 heures. 60 heures d'enseignement théorique sur l'engagement, donc sur qu'est-ce que c'est l'engagement, d'où ça vient, quelles sont les théories, l'associatif aussi, de la compta, RH, des assos, etc., pour leur donner les outils pour monter ensuite leurs assos et mettre en place leurs initiatives. Et puis 60 heures de pratique, donc où là ça peut être juste de la reconnaissance de leur engagement déjà actuel dans des assos civiles externes à l'asso, à l'université, pardon, ou des assos étudiantes, où on leur propose aussi de les mettre en relation avec des organismes ou des assos certifiés pour réaliser ces 60 heures de bénévolat et leur délivrer à la fin un véritable diplôme donc qui atteste beaucoup plus et qui soit plus valorisant et valorisé, je pense, alors sur le marché du travail, mais pas que, parce que je trouve que c'est très capitaliste comme. Quoique non, il y a des métiers verts aussi, comme le dit Claire. Donc voilà, un petit peu ce qui se fait à AMU. Merci Géraud. Et pour compléter, en effet, il y a une belle mise en application du challenge Ma Petite Planète au sein de Aix-Marseille Université et de Builders École d'ingénieurs. On voit, nous, il y a à la fois des enseignants qui s'emparent du challenge, qui le proposent dans le cadre de leur cours, et donc ça va être récompensé. Il va y avoir des points en plus dans une note, parce qu'en fait, le challenge est utilisé comme outil pédagogique. Et il va y avoir des notes d'analyse qui vont être demandées de la part des professeurs pour que les étudiants rendent vraiment un devoir concret, un oral, un écrit par rapport à ce qu'ils ont appris grâce au challenge. Ça peut être la manière de valoriser aussi
en avant le challenge et la mise en pratique. Donc, on encourage, nous, à ce qu'il y ait, dans l'application Ma Petite Planète, grâce au challenge, il y a un classement. Donc, ça donne envie aussi de se dépasser. On encourage des récompenses, puisque ça permet aussi, bien sûr, de valoriser. Ça donne envie aux personnes de s'engager dans le challenge. Donc, voilà, il y a différentes mises en pratique comme ça. Et Claire, oui, si tu veux compléter, je te laisse la parole aussi. Oui, je voulais dire que si vous vouliez valoriser et offrir un contenu low-tech à vos étudiants et étudiantes qui s'engagent, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir mettre à disposition des élèves un guide hyper pratique sur comment se faire confiance, capitaliser sur ses forces et toute son expérience associative pour en faire un vrai projet professionnel. C'est aussi pour les écoles que j'ai écrit ce livre, donc voilà, ça peut faire partie des petits cadeaux qui sont à fort potentiel d'impact pour les jeunes. Et je l'ai on le commande sur Amazon ou Ouais, évidemment, sur Amazon. Non, faut m'écrire et puis on peut voir et se mettre en relation avec les libraires pour faire des prix de groupe, etc. C'est des choses qu'on a commencé à faire et ça marche bien. Chouette. Je l'ai acheté hier, il est dans plein de librairies, il est vraiment top. Bravo Claire. Est-ce que Mathis ou Claire, vous voulez ajouter des choses sur cette partie reconnaissance de l'engagement? Oui, juste un petit mot. Le premier, c'est de dire qu'en effet, le livre de Claire est top. J'ai eu la chance de l'avoir juste à sa sortie, donc j'ai pu le lire. Donc je le recommande vivement. Sur l'engagement étudiant, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, et notamment nous, ce qu'on porte au RESES, c'est la valorisation par ECTS et par temps. Par temps débloqué pour l'engagement étudiant. On considère que on dit souvent que la vie étudiante est propice à l'engagement étudiant. Nous, on nuance quand même un peu ce propos, notamment dans un contexte d'augmentation de la précarité où des étudiants et étudiantes n'ont pas forcément ont des emplois du temps déjà très chargés et puis doivent potentiellement travailler à côté, devoir pour boucler les fins de mois et pour pouvoir vivre décemment. Et donc, en fait, s'engager, c'est un luxe quand on est étudiant. Lorsque il n'y a pas de temps dédié ou que l'engagement n'est pas valorisé. Et donc, nous, ce qu'on porte, c'est forcément du temps dédié qui soit différent du temps de travail, qui soit différent du temps de repos ou du temps de la pause méridienne, par exemple. Parce que c'est beaucoup ça aussi. On est engagé en soirée, on est engagé sur le temps de midi et forcément, ça décale le rythme. Et donc, j'imagine que beaucoup sont déjà convaincus ici, mais pour nous, la seule mesure qui est suffisamment importante à prendre sur l'engagement étudiant et pour pousser cet engagement-là, c'est le temps au-delà même de la valorisation par ECTS, mais c'est le développement d'un temps dédié pour pouvoir s'engager. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à ces questions et je propose de passer à un temps de questions-réponses plutôt pour avoir le temps de... Ah, Géraud, tu as levé la main. Oui, ouais, mais c'était juste pour dire que vu que je suis sur le téléphone, j'ai que la moitié des questions à chaque fois, donc c'est pas que j'ai pas envie de répondre, peut-être il faut me faire un relais si ça me concerne. Voilà. Eh ben, on va les balayer ensemble. Je reviens dessus. Il y avait une question sur le réseau des étudiants ambassadeurs. Comment concrètement les rassembler et maintenir le réseau sur le long terme avec vos référents? Organisez-vous des projets ou est-ce un réseau de communication, de transmission d'informations? Alors nous, il faut savoir que c'est un projet qui est en cours de réflexion même. Là, je suis en train de faire un benchmark auprès des autres universités qui mettent ça en place. Par exemple, l'université de Toulouse, ils ont réussi à mettre en place un super réseau d'étudiants ambassadeurs qui marche bien. Donc nous, c'est pas encore en place. On est en train de réfléchir justement à ces questions-là. Ce qu'on aimerait bien, ce serait que ce soit pas simplement du relais de communication, qu'il y ait aussi des temps de formation pour les étudiants qui feraient partie du réseau. Donc allouer un budget aussi au fait de faire peut-être 2 séminaires dans l'année pour les rassembler sur un campus et qu'ils créent du lien entre eux, qu'ils puissent partager leurs pratiques, etc. Et les impliquer au-delà de simplement effectivement juste une mailing list ou un groupe de discussion.
Voilà, j'espère que ça répond. Et donc pour les trouver, ce serait une mixité entre les étudiants déjà super engagés qu'on contacte à chaque fois par WhatsApp, etc. parce qu'on sait qu'ils seront là super rapidement, ils seront toujours au rendez-vous, mais aussi justement essayer d'aller chercher les étudiants qui ont mis un pas dans les événements, dans le bonus développement durable, etc., mais qui ne sont pas surengagés dans 18 associations étudiantes différentes, voilà, pour essayer de se faire un petit mix intelligent, on va dire. Merci Géraud pour cette réponse. Est-ce que Mathis, tu veux compléter peut-être ou... Nous, on n'est pas dans l'animation quotidienne entre guillemets d'étudiants et étudiantes, mais plus on se base sur les associations. L'essentiel, c'est de trouver le juste équilibre entre justement la surdemande ou la surtransmission d'informations et le surengagement. Donc c'est quelque chose qui est un équilibre qui est difficile à trouver, mais voilà, il faut trouver le juste équilibre et vraiment Géraud sur la mixité, d'avoir à la fois et quand tu parlais aussi du burn-out militant, c'est un vrai risque pour des personnes qui sont surengagées d'avoir cette parité de personnes très très engagées qui peuvent être motrices dans un premier temps et puis une diversification par la suite. Oui, Jamé, Florence, vous pouvez ouvrir votre micro. Jamais. Bonjour, non mais c'est pas grave. Bonjour, Florence Jamé, donc je suis vice-présidente à la transformation écologique à Amiens. Et j'avais des questions et des remarques. Alors je suis un peu désolée, mais mon attention a parfois été un peu flottante parce que j'étais entre-temps échangé avec des collègues qui passaient. Donc je vous prie de m'excuser si j'espère ne pas poser de questions qui ont déjà été abordées. D'abord, la première remarque, c'est que quand même l'enjeu, c'est... moi, je suis enseignant-chercheur par ailleurs, je suis juriste et je suis spécialiste de droit de l'environnement aussi, ce qui fait que j'ai quand même plusieurs intérêts pour cette question. Voilà, moi, ça fait très longtemps que je m'interroge sur les meilleures façons de mobiliser les étudiants, ce qui justifie ma présence d'ailleurs, parce que je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Et pourtant, j'ai beaucoup réfléchi. Je retiens quand même, je souhaite un alpaga, ça m'ouvre des horizons nouveaux. En plus, avec Marseille, c'est quand même d'autant plus, c'est d'autant plus original. Moi, je suis à Amiens, ce sera sans doute moins exotique. Mais moi, l'enjeu vraiment pour moi, c'est de mobiliser des étudiants justement qui ne sont pas sensibles à ces questions. Parce que mobiliser des étudiants qui en fait sont déjà parfaitement conscients de la crise écologique, c'est pas très. Je trouve que il faut le faire bien évidemment, mais ce n'est pas le public, me semble-t-il, qu'il faut. C'est pas un public difficile à convaincre. Celui de viser des étudiants parfois qui ont un rapport avec l'université qui est peut-être plus lâche, qui à la fois entendent beaucoup parler de ces problématiques et se posent un certain nombre de questions parce que, je suis désolée, mais je pense que toutes les personnes qui sont présentes ici savent qu'on est dans une période aujourd'hui de régression sur ces questions, de régression qui est mais bien sûr que si. Il y avait un papier dans Le Monde lundi, ce week-end, qui s'appelait le grand renoncement en matière d'écologie. C'est un grand renoncement mondial. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, il faut vraiment rester extrêmement mobilisé pour convaincre les étudiants que malgré toutes les autres crises, et elles sont malheureusement très nombreuses, la crise écologique ne s'arrête pas. Là, il y a vraiment un enjeu très 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 fort à cet égard quand même. Si je ne doute pas que toutes les personnes présentes ici souhaitent rester mobilisées, mais c'est compliqué en fait parce que effectivement, on assiste quand même au retour du fascisme, dans certains pays. Donc c'est quand même très 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 compliqué. Voilà, donc ça c'était pour dire que moi je m'interroge encore sur la façon de savoir comment on mobilise, comment on touche des étudiants qui en fait que les questions d'écologie n'intéressent pas, parce qu'il y en a, moi ça me paraît très très étrange, mais je ne peux que constater que c'est le cas. Ça c'est la première chose. Et après j'ai une question beaucoup plus précise qui concerne le DU sur l'engagement écologique dont vous avez parlé, qui m'a beaucoup intéressée. Donc vous avez dit qu'il y avait 120 heures sur l'engagement
et qui fait en fait ces enseignements? Voilà, c'est une question qui m'intéresse pour poser quand même une question précise. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question et du coup, je vais inviter Fabrice qui a levé la main en premier à apporter des éléments de réponse et ensuite Mathis. Je pense que Mathis peut répondre sur le DU d'abord, je pense. Non. Le DU, c'était Géraud. C'est Géraud, ouais. Ouais, ça va être rapide parce qu'en fait, c'est notre direction vie étudiante et des campus qui gère ça, plus particulièrement la cellule engagement étudiant, parce que c'est un DU sur l'engagement étudiant. Hein. C'est pas forcément l'engagement étudiant dans le développement durable. Donc il y a quand même plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a aussi le sport, la culture, etc. Donc je crois que j'avais une question aussi sur quel profil d'étudiants suivent ce DU. Donc pour l'instant, il a été lancé. Mais au niveau de la communication, ça a été un peu compliqué, etc. C'est un DU qui, là, on essuie les plâtres aussi, hein, de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc pour l'instant, le profil d'étudiants qui le suit, c'est des étudiants surengagés, surmobilisés. Mais du coup, c'est bien parce que ça leur permet d'avoir une autre forme de valorisation. Ce qu'on aimerait, effectivement, c'est toucher les autres étudiants qui ne sont pas déjà engagés, qui suivent ce diplôme en s'intéressant du coup aux différents postes et missions de bénévolat qui leur sont proposés via ce DU. Et donc par rapport au DU sur les 120 heures d'enseignement, là ça dépassera. Donc c'est des enseignants-chercheurs triés sur le volet au sein de l'université qui ont monté les enseignements. Je pourrais pas répondre plus que ça, mais par contre, je sais pas si on a accès aux adresses mail après le webinaire. Je pourrais envoyer à tout le monde le contact de la personne qui gère ce DU engagement étudiant au sein de l'université pour que vous puissiez poser vos questions directement. Ce que je vais faire, c'est transmettre vos contacts des intervenants aux participants. Donc, si les participants ont des questions, ils pourront vous contacter directement. Voilà, et ma collègue Isabelle se fera une joie de répondre, je pense, à tout le monde sur les questions du DU. Merci Géraud. Mathis et Fabrice, si vous voulez répondre sur peut-être plus la première question. Après, Claire est partie entre-temps. Après, elle a posé cette question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on continue à prêcher des convaincus? C'est-à-dire, est-ce qu'on continue, quel temps on passe à vraiment s'investir sur ces questions et la question du backlash, je n'ai pas lu l'article, mais Cyril Dion aussi a une chronique sur France Inter. Là. Génial. Et sa chronique de la semaine dernière, c'était de dire finalement, on a réussi à trouver 300 milliards pour acheter des armes. Par contre, la transition écologique, il n'y avait pas d'argent en fait, toujours pas. Voilà, ça envoie quand même pas le bon message. Je sais pas. Parce que même sur l'efficacité des enseignements, cette année, j'avais un étudiant de deuxième année qui est donc passé par tout les modules UVED l'an dernier. Il a fait des fresques du climat au lycée, machin. Et il arrive en TC2 pour faire un atelier OGRE, donc ordre de grandeur sur l'énergie là. Et il pose la question, et grand bien lui, félicitations, il pose la question, monsieur, j'ai toujours pas compris pourquoi il ne faut pas manger de viande. Bon. Il a posé la question, c'est bien, il avait un espace pour poser la question, mais j'aurais pensé que c'était quelque chose de plus facile à comprendre ou de déjà aborder. Donc même l'efficacité, je veux dire, même quand on rend les cours obligatoires, c'est une chose de faire des conférences facultatives, des choses comme ça, mais même quand on rend les cours obligatoires, il y a un tas de trucs qui leur passent au-dessus de la tête. Donc, je ne sais pas. Sur la qualité, après, c'est mon côté ingénieur pédagogique et formateur de formateurs, mais sur la qualité des enseignements qui sont délivrés et la façon dont on les vérifie, il y avait sûrement quelque chose à faire aussi, quoi. Je vois qu'il reste 2 minutes, Mathis, si tu veux compléter. Et puis, on peut rester encore pour ceux qui sont disponibles quelques temps. Mathis, si tu veux. Vas-y. Oui, enfin, moi j'ai encore un peu de temps, donc si jamais pour échanger. La question est forcément très, très intéressante. Premièrement, moi, je considère que même si des personnes surengagées, même si des personnes convaincues, il ne faut pas s'arrêter de les informer, de pouvoir les
continuer à les former, etc. Quand on est sensibilisé aux enjeux environnementaux et à la crise climatique, c'est pas comme si on était j'ai coché, sensibilisé, formé et intéressé et on s'arrête là. Il y a tout un accompagnement à avoir et pour continuer l'engagement, pas baisser les bras aussi, pas dire en fait c'est trop grand, trop grave et j'arrête totalement. Donc il faut continuer à quand même cultiver cet engagement sur les personnes, les publics qu'on n'arrive pas à toucher, c'est certain. C'est très compliqué. Quand je parlais de la CNE, donc la consultation nationale étudiante, bon, les chiffres sont assez intéressants puisque 76% des étudiants et étudiantes se considèrent sensibles à la question écologique. Alors bon, il y a forcément des biais. Hein. Je le disais, on l'a fait sur 15 000 étudiants et étudiantes. L'année prochaine, on va essayer de passer par un institut de sondage pour essayer d'avoir des résultats un peu plus représentatifs. Mais j'ai tendance à penser que si on n'arrive pas à sensibiliser par des cours ou par des conférences, eh ben on arrivera à sensibiliser par la question alimentaire et ou on arrivera à sensibiliser par une question différente. C'est pour ça que je parle des partenariats innovants, d'essayer de faire infuser les enjeux de transition écologique partout où c'est possible, à la fois au sein de l'université, mais également à l'extérieur. Je parlais de restauration universitaire. On a beaucoup travaillé sur la stratégie de transition écologique du CNUS. Je suis moi-même au conseil d'administration du CNUS pour essayer d'infuser tout ça, mais également à l'extérieur, dans l'ensemble des espaces de la société, l'ensemble des espaces publics. Il y a aussi une question de volonté politique, hein, c'est certain, et le sujet est forcément très sensible dans la situation actuelle, mais pour moi, il faut continuer à infuser. Et donc, si ça fonctionne pas dans un sens, il faut quand même persévérer parce qu'on touche quand même des gens. Et si les personnes qu'on n'arrive pas à toucher, on arrivera à les toucher autrement. Juste, oui, je voulais quand même rebondir sur deux choses. Bon, moi, je participe au titre de mes fonctions à plein de réunions, d'échanges sur l'enseignement de la TEDS. Et en fait, c'est très intéressant. Il y a des collègues qui sont, qui conçoivent des modules de formation, qui sont très, très avancés sur ces sujets, qui disent en fait que parfois, quand ils font des sondages auprès de leurs étudiants sur les cours, ils disent en fait, on en parle trop. On en a assez, on en parle trop. Donc il faut l'entendre. Ça paraît pour nous qui sommes là, évidemment, c'est surprenant et décourageant, mais il faut l'entendre. Et il y a autre chose aussi, moi, dont je me suis rendu compte avec mes étudiants, parce que moi, ça fait des années que j'enseigne le droit de l'environnement. Moi, j'ai même fait une thèse en droit de l'environnement, donc c'est vraiment très ancien. Et puis, quand je les enseignais il y a 20 ans, les étudiants, je leur apprenais vraiment des choses parce que on n'était pas, c'était des questions finalement qui étaient encore, dont on parlait beaucoup moins que c'est le cas qu'aujourd'hui. Et en fait, ils me disaient souvent, mais en fait, vous savez, quand on sort de votre cours, de votre séminaire, on est vraiment angoissé. Parce que en fait, moi je leur parle de la crise écologique. Je fais du droit, mais du droit de l'environnement, qui est quand même justement destiné à lutter contre les pollutions et les nuisances, à les prévenir, à les réparer. Et ils disent en fait on est déprimés parce qu'ils avaient ils avaient découvert des réalités qu'ils ignoraient, alors ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui quand même, heureusement. Et en fait ils disaient on est angoissé, et parfois, attention, parce que ça, c'est pour le coup, c'est documenté, l'angoisse, on sait que ça a parfois pour effet de renoncer. C'est-à-dire que si à un moment, on est trop angoissé, on se dit finalement, ça sert à rien et on renonce. Donc, d'où l'intérêt, en fait, parce que ça aussi fait partie des discussions qui existent sur ces sujets, de passer à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer à l'action. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est si ça vous angoisse, si vraiment vous êtes climato-anxieux, la seule façon de lutter contre ça, c'est d'agir en fait. Parce que agir sur le réel, c'est une façon de reprendre un peu, un contrôle évidemment qui est très très relatif, on est d'accord, mais c'est important aussi. Mais tout ça, il faut quand même l'avoir en tête aussi dans nos réflexions, parce que ça existe et c'est très important de le savoir, me semble-t-il. Merci. Je prends juste la parole 2 secondes pour vous dire avant de partir. Je vous invite à compléter le formulaire que je viens de mettre dans le chat. Ça prend vraiment juste 1 minute. C'est pour nous aider à déjà évaluer, voir si on a pu répondre à vos questions et voir les prochains sujets qui vous intéresseront, qu'on va préparer. Donc, vous pouvez le remplir, c'est très rapide. Et je vois qu'il y a une autre main levée. Si jamais vous avez besoin de quitter ce webinaire, vous le pouvez. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez encore quelques instants, moi, je reste encore un petit peu connectée. Laure, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Si c'est possible, nous envoyer le lien par mail, parce que moi je suis sur mon téléphone et je n'ai pas accès au chat. Merci. Oui, pas de souci. Juste 2 points. Un petit point positif déjà. Jamais l'université n'a œuvré à un changement sociétal profond des habitudes, de la vie intime des gens. Donc si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave, c'est normal, c'est un truc tout nouveau. Seconde chose, par rapport au déclin de la problématique écologique, l'OFB, les lois sur l'agriculture, tout ça. Il est clair, hein, il est établi, il n'y a pas de souci là-dessus, on est vraiment en recul. D'un côté, c'est bon signe, c'est que le système, face à tout ce qui a avancé, s'est mis à résister. Et donc, c'est un indicateur de réussite des initiatives précédentes. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'envisager et le présenter à nos étudiants, pour ne pas contribuer au sentiment d'éco-anxiété soulevé par la collègue. Par ailleurs, je pense qu'il y a un aspect qui n'a pas été abordé, qui est important, et je finirai là-dessus. Pour faire tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on évoque là, tout est très intéressant. Il faut absolument, je trouve, œuvrer ensemble et en collectif, ce qui est très difficile à l'université, à l'élaboration d'une vision d'établissement pour la liberté académique et la neutralité enseignante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à nos étudiants, qu'est-ce qu'on doit se permettre de dire là-dessus. Et ça ne peut être une réflexion que collective, puisqu'elle touche à l'éthique de la profession et pas aux valeurs morales de chacun. Donc voilà, ça vaut la peine de prendre du temps pour organiser ça entre nous, entre enseignants, sachant qu'on ne sera jamais que face à des convaincus, ce sera toujours des affaires de consensus difficile à trouver, mais ça vaut la peine. Voilà. Et merci à tous pour vos interventions, c'était hyper intéressant. C'était juste pour rajouter ce petit point-là. Merci Laure Pilot. Et c'est vrai qu'au sein de Ma Petite Planète, notre vision, c'est on veut passer du triangle de l'inaction, donc c'est quand l'État, les entreprises, les universités, les citoyens se renvoient la balle, au cercle vertueux de la mobilisation. Moi, je crois fort au pouvoir du collectif aussi, et je me dis que les personnes engagées vont pouvoir convaincre leur cercle proche, qui va également pouvoir convaincre leur cercle proche, etc. Et en fait, je me dis que on a besoin du collectif absolument, et que il faut continuer d'agir comme ça, en mettant notre casquette de citoyen, d'enseignant, donc de salariés, de parents, les casquettes ou les chaussettes. Voilà, les deux. Et agir tous et toutes ensemble, embarquer la direction, embarquer aussi les étudiants, embarquer tout le monde finalement. Est-ce qu'il reste des dernières questions ? Merci à tous et à toutes, en tout cas, pour vos interventions, pour vos questions aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. On vous envoie le replay, le petit questionnaire à compléter. Et on vous revoit très vite si besoin. Voilà, vous aurez les contacts des différents intervenants ici sur cette dernière slide, si vous avez des questions ou besoin de les contacter en direct. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.